Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, qui a pour sujet la prise en charge médico-chirurgicale des pathologies du coude et de l'épaule par PRP. Et donc, j'aimerais aussi en profiter pour remercier Dr Carlier et Dr Charousset pour leur disponibilité et pour leur futur partage d'expérience. Je vais laisser la main au Dr Carlier pour sa présentation sur le PRP dans le coude. Merci Maline et merci Nelly pour l'organisation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour ces webinars. Et donc, je vais moi attaquer la partie épicondylite que j'aime bien. Et donc, je vais juste sélectionner mon partage d'écran pour pouvoir ensuite vous montrer ma présentation. Et Maline, je vous laisse me faire le retour pour savoir si à l'écran tout se passe bien. On voit très bien votre présentation. Ok, superbe. Donc on va attaquer. Alors c'est des topos que j'ai déjà fait, bien sûr, que j'enrichis au fur et à mesure. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis chirurgien de l'épaule et du coude. Je travaille à la clinique du sport à Mérignac et notamment au centre de l'arthrose de Mérignac et juste en face du bâtiment du bloc chirurgical. On a vraiment un très très beau parc pour ceux qui veulent venir nous visiter. Et donc mon sujet un peu de prédilection depuis quelques années, c'est les tendinopathies épicondyliennes à la face latérale donc du coude. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. C'est le premier motif de consultation. Moi, je fais beaucoup de chirurgie du coude. Voilà, c'est la plupart de mes consultations vont toucher les tendinopathies au coude et on le voit forcément parce que l'incidence, c'est les nouveaux cas qui entrent sur le marché chaque année. C'est 3% de la population française. Et donc, ça touche quasiment plus de 40 000 salariés qui vont être indemnisés au titre d'accident de travail, maladie professionnelle. Donc, ça nous coûte un argent dingue. C'est quasiment 1 milliard d'euros le coût des tendinopathies pour nos finances publiques. Et ça va toucher donc des hommes, des femmes d'âge ubiquitaire, de 40-50 ans, et des travailleurs manuels dans 2 tiers des cas, et 1 tiers des cas, c'est travailleurs de bureau. J'ai ici l'exemple d'un patient que je suis. Vous voyez, son métier, c'est de faire des extensions répétées du poignet toute sa vie. Vous voyez, donc il y en a qui ont des métiers un peu pas très très drôles et qui peuvent provoquer des tendinopathies épicondyliennes. Et concernant le tennis, finalement, les tennisman professionnels, en tout cas d'un certain niveau, sont très peu atteints. En revanche, le tennisman, on va dire amateur, ça va être plus de 50% des tennisman amateurs qui vont avoir une expérience d'une épicondylite à la face latérale du coude, surtout en revers, avec des grippes qui sont de plus en plus costauds et puissants. Alors, c'est vraiment une pathologie de l'extenseur radial du carpe et de l'extenseur commun digital, avec des études électromyographiques qui ont bien montré la surcharge de travail sur ces tendons épicondyliens conjoints, surtout lorsque il y a des revers au tennis ou alors lorsqu'il y a des coups décentrés. Alors, pourquoi le CRB et pas les autres? Finalement, parce que il est juste en face, comme le montre l'image ici, en face de la capsule, qui est assez fine à cet endroit-là. Donc, il va être soumis aux contraintes d'articulation, notamment si les patients ont des séquelles d'atteinte arthrosique ou de déformation de la tête radiale. Et puis, il est purement tendineux. On le voit ici sur l'image centrale, le CRB est tendineux, alors que le long extenseur radiocarpe est plutôt musculaire. Donc, lui, il a un potentiel de cicatrisation s'il est blessé plus important, car plus musculaire, donc plus vascularisé, donc il peut mieux cicatriser. On peut voir aussi sa surface d'insertion qui est 13 fois moins importante, cette ESRB, que le long extenseur radial du carpe. Donc forcément, il est moins bien vascularisé, une surface d'insertion petite, donc il est soumis à des contraintes qui sont plus énormes. Et puis certains ont des facteurs anatomiques qui sont un peu défavorables. Il y a une belle étude anatomique cadavérique qui a retrouvé en fait une augmentation du relief osseux épicondylien qui va venir. Donc le CRB va être pris en sandwich entre le long extenseur qui est par-dessus et l'épicondyle qui est par en dessous, qui est assez agressif, et donc il va être un peu comprimé et subir une mauvaise vascularisation. Et n'oublions pas également, actuellement, on parle de plus en plus d'instabilité dans les atteintes tendineuses épicondyliennes. Effectivement, il y a des micro-instabilités qui vont aboutir peut-être à une fragilisation de l'anthèse épicondylienne. Alors, le test clinique est assez facile, je vais passer très vite dessus, c'est l'extension contrariée du poignet qui ne tient pas par rapport à l'autre côté où la résistance va être juste parfaite en fait. Donc le test est vraiment facile. Mais ensuite, Paolo Arrigoni à Milan nous a popularisé le Salt and Pepper test et le reverse milking test. Alors ici, je vous montre le reverse milking test. En fait, on va prendre le pouce de la patiente ici et on va le pousser en traction en varus et ça va mettre en contrainte le compartiment latéral du coude, ce qui va mettre en contrainte un petit peu ces micro-instabilités.
Le SALT et le PEPER, c'est les tests qui sont ici d'hypersupination. Le SALT, c'est l'hypersupination. Et avec mon pouce ici, je pousse la tête radiale pour la déstabiliser. Je vais créer une douleur épicondylienne. Et le PEPER qu'avait décrit Paolo Rigoni, en fait, on va mettre en hyperextension articulation neuroradiale et on va écraser un petit peu la zone d'insertion ligamentaire de la tête radiale pour déclencher une douleur. Alors, est-ce qu'il faut, comment on va manager un peu ces épicondylites? Est-ce qu'il faut vraiment les traiter tout en sachant que la littérature, on nous dit souvent que si on les laisse tranquilles, elles vont guérir toutes seules entre 1 et 2 ans. En fait, le taux, c'est 80%. Mais il y a un flou autour de cette notion de pas de traitement. Alors, il y avait par exemple Smith qui avait fait une belle étude dans le Lancet, qui avait comparé un peu pas de traitement, un groupe pas de traitement avec un groupe infiltration de corticoïdes et kinés. En fait, le pas de traitement, c'était des gens qui avaient quand même des médicaments contre la douleur et des anti-inflammatoires. Et on a pu observer que dans les groupes qui avaient eu bénéficié d'une infiltration de corticoïdes, l'amélioration de la douleur était très important les 3 premières semaines, mais qu'ensuite, au bout de la 6e semaine, il y avait un effet rebond, une chute, et qu'à la fin, ces patients étaient moins bien après qu'avant l'infiltration de corticoïdes. Et petit à petit, ceux qui avaient des traitements médicamenteux ou rééducatifs s'amélioraient avec le temps. En fait, pour Smith, il en concluait qu'il fallait plutôt traiter les patients qui veulent un résultat rapide et qui ne veulent pas attendre l'évolution naturelle qui est de 1 ou 2 ans selon les patients. Et donc, on a à notre disposition tout un panel de traitements médical, infiltratifs, que ce soit les PRP, le sang total, et puis les traitements chirurgicaux classiques, qu'ils soient en VY, à ciel ouvert ou arthroscopiques. Pour ceux qui veulent plus de renseignements là-dessus, je vous invite à lire la conférence d'enseignement qu'on avait publiée dans OTSR, qui est en français et en anglais, et qui est accessible en open access maintenant. Alors, quand j'ai une épicondylite en phase aiguë, je commence toujours par un traitement médical. Ça va être une hygiène de vie, le tennisman, je vais lui corriger son geste, son grip, surtout j'évite les infiltrations de corticoïdes. Uniquement peut-être si une infiltration, une atteinte qui est très débutante dans les 2-3 premières semaines, mais ça c'est rare qu'on voit un patient comme ça, parce que dans la première phase d'atteinte épicondylienne, je vous montrerai après les études anatomopathologiques, il y a une petite phase inflammatoire, mais après c'est que du dégénératif, d'où l'absence d'indication des corticoïdes. Et en fait, on va utiliser des attelles de cryothérapie et en fait et de la kinésithérapie, notamment en excentrique et surtout en remise en charge assez rapide. C'est comme pour le dos. Maintenant, on dit aux gens, faites du sport. Donc, pour l'épicondylite, c'est la même chose. Il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les mettre au repos. Et puis, arrive l'avènement, bien sûr, du plasma riche en plaquettes pour améliorer l'excrétion du tendon. Et donc, je n'hésite pas à aller injecter du PRP dès que la kiné est un peu déficitaire. En fait, la question qui va se poser pour nous, chirurgiens, c'est quand est-ce qu'on va passer au stade chirurgical. Alors, quand on interroge les experts de la HAS, là, actuellement, je fais partie d'un nouveau groupe HAS pour l'expertise des épicondylites. Celle-ci date un petit peu, mais en fait, pour l'HAS, il n'y a pas d'indication chirurgicale, point barre. On laisse les patients au repos, on leur met la kiné, des médicaments, une attelle, et ça se termine là. Et la chirurgie n'a pas vraiment sa place, en tout cas, dans l'arsenal thérapeutique. Le payeur, Amélie, notre sécurité sociale, elle dit l'échec d'un traitement médical, c'est plutôt 1 année. Déjà, il y a au moins une notion de temps, de durée. Mais elle va préconiser les anti-inflammatoires et les infiltrations de corticoïdes. Vous voyez, Amélie n'est pas trop à la page. En fait, quand on regarde la littérature, grosso modo, le cut admis, parce qu'il est assez empirique, il n'y a pas de preuve scientifique, c'est 6 mois. On se dit qu'au-delà de 6 mois de traitement médical, on est amené à faire un traitement, bien sûr, chirurgical, si le patient le souhaite et qu'il ne veut pas attendre l'évolution naturelle de ses symptômes de 1 à 2 ans. Et donc, il y a différentes techniques, qu'elles soient à ciel ouvert, mini-open, arthroscopique ou percutanées échographiques. On sait, de par les différentes études, notamment celle de Knudsen, dans la GSM en 2015, que grosso modo, le taux de chirurgie sur une cohorte de 100 patients, ce sera entre 15 et 16%. Alors, lorsqu'on décide de faire une chirurgie, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Le geste, c'est toujours la même chose, qu'il soit à ciel ouvert, en percute ou en arthroscopique, c'est le release de l'extenseur radial du carpe en fait. Et donc, je vous ai juste montré ces petites photos de dissection qu'on vient de publier avec la SFCM. En fait, ce qu'il faut, c'est le release ici de l'ECRB qu'on va sectionner de son attache épicondylienne pour allonger le tendon et faire en sorte qu'il y ait moins de traction sur l'anthèse épicondylienne.
D'autres pays, notamment les Allemands, pratiquent cette aponévrectomie. Vous voyez, ils vont venir ici couper. Alors ça, c'est une vue cadavérique, bien sûr. Eux font beaucoup moins invasif que ça, mais ils vont venir sectionner carrément la masse musculaire avec son aponévrose pour allonger le muscle. Vous voyez, il y en a qui sectionnent le tendon, d'autres qui vont venir s'amuser à sectionner les masses musculaires. En arthroscopique, je vous ai remis les schémas anatomiques, c'est ici que ça se passe. En général, au bistouri électrique et au shaver, on vient réséquer ce triangle ici, là, pour enlever cette partie capsulaire et ensuite tendineuse de l'ECRB. Et on s'arrêtera lorsqu'on verra les fibres rouges du long extenseur radial du carpe. Et enfin, les techniques échographiques, on vient d'abord repérer là le massif latéral épicondylien, et c'est cette zone-là qu'on doit aller libérer, faire le release dans cette zone en percutanée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer du ciel ouvert en début de carrière, puis à l'arthroscopie, puis à la fin en percutanée? En fait, le release existe depuis la fin des années 70 avec Nirchel et Petron, qui nous avait recommandé le premier release avec une résection du tissu fibreux et un allongement des tendons conjoints, comme je vous l'ai montré dans les photos cadavériques. Mais très très vite, en fait, le percutané est arrivé, même pas 3 ans après, avec Baumgart qui avait fait les premiers traitements percutanés épicondyliens dans son office. Il faisait à l'époque, il était précurseur, il faisait de l'office surgery parce que ça se passait dans son bureau avec une anesthésie locale et il venait couper les tendons épicondyliens avec un bistouri, mais sans contrôle échographique. Donc, il pouvait avoir des petits problèmes de déstabilisation ligamentaire, mais il le faisait déjà depuis 40 ans, en fait. Hein. Le percutané a recul de plus de 40 ans. Et ensuite, Baker nous a apporté tout l'avènement, les avantages des techniques arthroscopiques pour les épicondyles récalcitrantes en réséquant les tissus fibreux. En fait, moi, je préfère le percutané parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences à long terme lorsqu'on analyse les résultats du ciel ouvert, du percutané échographique ou de l'arthroscopique. Pour moi, ça, c'est des études qui incitent au moins invasif. On est en train dans le service avec un de nos fellows faire une nouvelle méta-analyse et on est déjà dans les résultats précoces à montrer qu'effectivement, il n'y a quasi pas de différence entre le percute et les autres techniques. Si ce n'est qu'il y a un peu moins de complications avec le percutané qu'avec le ciel ouvert. Alors, pourquoi je fais ce percutané à la différence de Baumgart sous échographie? Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il y a des rapports anatomiques qui sont extrêmement riches à cette face latérale du coude, notamment avec les structures ligamentaires, le ligament annulaire, qui n'est pas si anodin de couper si on se trompe d'étage. En fait, on trace une ligne au niveau de la moitié de la tête radiale. Tout ce qui est en avant est safe, tout ce qui est en arrière, danger. Danger d'atteinte du ligament annulaire, le LUCL et le RCL. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de reprendre des patients qui avaient eu un release extensif dans notre structure où j'ai dû faire une greffe ligamentaire latérale pour reconstruire le plan ligamentaire latéral. Donc attention aux lésions iatrogènes. Si on fait du percute, il faut que ce soit sous échographie. Alors tout à l'heure, Maïne a parlé du rôle du PRP. Effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise depuis plusieurs années ici à la clinique du sport et au centre de l'arthrose de Mérignac. Notre objectif, en fait, c'est qu'on veut ajouter à la stimulation mécanique qui avait été faite par le release, une stimulation biologique et activer ainsi les voies inflammatoires de la cicatrisation tendineuse. Parce que Crochard nous a bien montré dans son étude Anapath qu'il y avait 4 phases dans l'évolution un peu d'une tendinose. La phase 1, c'est les 2-3 premières semaines de douleur où il y a une réponse inflammatoire. On a fait des exercices un peu physiques, on a fait 3 matchs de padel tennis dans la semaine parce qu'on se sentait comme un warrior, on a taillé pendant 4 heures sa clôture, et on va ressentir une douleur à la face latérale du coude, et bien là c'est une phase inflammatoire. Pour moi, c'est la seule indication d'une injection de corticoïdes précoce, mais c'est exceptionnel de voir un patient arriver vous voir alors qu'il a que 2 semaines de recul derrière lui pour une douleur épicondylienne. Parce que très vite, on bascule vers le côté obscur. On va aller vers une dégénérescence, un peu une déstructuration des fibres de collagène. Elles apparaissent, cette déstructuration, dès la 4e à 6e semaine. Vraiment, c'est assez précoce. Et ensuite, dès la 10e semaine, on va avoir l'apparition d'une faillite du tendon qui va s'effondrer avec des lésions partielles. Et si on ne traite pas à temps ces lésions de stade 2 et stade 3 par des injections de PRP ou par une bonne kinésithérapie, on arrive au stade 4 où là, ça devient un tissu un peu fibreux et qui en chronique va aussi donner des calcifications avec des infiltrations phosphocalciques. On sait très bien qu'un tendon, c'est bourré de collagène et c'est très peu vascularisé. C'est pour ça que les ondes de choc, ça ne marche pas, elles sont même normalement proscrites, ça ne fait pas saigner les ondes de choc un tendon, au contraire, ça le déstructure. Et en fait, un tendon, c'est vraiment un équilibre, c'est une homéostasie entre des cytokines qui sont destructrices et anabolytiques qui vont un peu reconstruire ce tendon au quotidien. Et donc, les micro-traumatismes répétés sur ce tendon collagénique, ça va entraîner plus un déséquilibre des cytokines vers une accentuation des cytokines catabolytiques. Et donc,
ça va aboutir à cette déstructuration fibrillaire des tendons et ensuite ça aboutit à une dégénérescence. Et cette dégénérescence fragilise le tendon et on va voir apparaître après sous nos échographies les fameuses fissures. En fait, ces fissures, c'est surtout un tendon dégénératif fibreux de mauvaise qualité qui a remplacé du collagène fibrillaire. Et donc, le rôle du PRP là-dedans, ça va être de réactiver un petit peu ces voies pour rééquilibrer un petit peu les cytokines qui construisent et les cytokines qui détruisent. C'est vraiment une balance chimique que doit remettre en neutre le PRP. Alors, j'aime bien cette étude microscopique. Maline tout à l'heure a parlé d'une concentration de PRP entre 2 et 3 par rapport au sang total. Effectivement, on a remarqué dans les études qu'il y avait le meilleur rendement de plaquettes se situait lorsqu'on concentrait à peu près à 2 fois et demi les plaquettes par rapport au sang total. Et c'est là où on a le meilleur taux de prolifération des fibroblastes qui vont ensuite donner les fameux ténocytes. Alors, est-ce qu'il faut activer ce PRP? Il y en a qui mettent des activateurs, moi j'en mets pas, parce qu'en fait on croit plutôt à la biologie, la biochimie, parce que le contact des plaquettes avec un tissu lésé, c'est lui qui va activer la dégranulation plaquettaire avec la libération des facteurs alpha et donc la libération des différentes cytokines. Il faut comprendre quand on injecte des plaquettes au contact d'une lésion, et bien finalement la plupart des cytokines sont déjà libérées dans la première heure. Mais cette libération va se prolonger sur quasiment la semaine qui suit l'injection de plaquettes. C'est pourquoi on demande aux patients de ne pas prendre d'anti-inflammatoires dans la semaine qui suit l'injection de plaquettes, parce qu'en fait, on ne veut pas que ces anti-inflammatoires empêchent la dégranulation plaquettaire et des facteurs alpha. Donc, vous avez bien compris que l'injection de PRP, c'est pas non plus on transforme le plomb en or, c'est plutôt interrompre un peu ce cercle vicieux de dégradation et rétablir un petit peu cette homéostasie avec cette balance entre facteurs de croissance anabolisante et catabolisante. Alors, vendredi, là, à Paris, à l'Espace Saint-Martin, on fait la 3e journée internationale du GRIP. C'est le groupe de recherche international sur les injections de plaquettes. Vous êtes bien sûr invités à venir nous voir. On a édité un livre sous la direction d'Hervé Barre. On a un comité scientifique qui est très prégnant. Donc, on a refait vraiment tout ce qui concerne les PRP à tout point de vue tendineux, articulaire. Et je vous invite à consulter cet ouvrage assez remarquable, en fait. J'ai parlé de ténotomie percutanée. Vous savez qu'il y a un petit débat entre le criblage avec une aiguille, le needling, décrit par les anglo-saxons, et la ténotomie vraie avec un bistouri. Nous, dans le service, on fait une vraie ténotomie au bloc opératoire. On a une belle étude par Gaspard qui nous a bien montré qu'il avait comparé un groupe ténotomie et un groupe needling, et on voyait bien que il y avait des bons résultats dans les deux groupes, mais qu'il y avait beaucoup plus de récidives de l'épicondyle dans le groupe needling parce que je pense que sa ténotomie était incomplète. Alors, comment on fait? Nous, quand on fait une épicondylite, on la traite d'abord médicament, bien sûr, mais ensuite, une fois que ça passe au bloc, on choisit une technique percutanée avec un matériel assez simple. Vous voyez, j'ai un échographe standard qui m'est dédié au bloc opératoire. C'est le même qu'utilisent les anesthésistes pour leur locaux régional. Vous voyez, une table assez simple, une instrumentation basique. Mon objectif, c'est d'aller faire le release sous contrôle échographique. Et donc, ma première étape, c'est de venir vérifier ici où est l'atteinte tendineuse. Vous voyez, donc j'habille ma sonde avec une capote, tout ça, je mets un champ stérile classique, et ensuite je vais venir en vue longitudinale visualiser le massif épicondylien, la tête radiale, le LCR qui est vraiment en bas. Et ici, on a une zone de tendinose, notamment qui est chronique. On voit bien qu'au fond de la tendinose fissuraire, ici, il y a une zone de calcification. Ça, c'est un patient avec une atteinte chronique tendineuse. L'étape d'après, c'est je vais aller repérer la zone de ténotomie. Alors, ça se fait avec une aiguille. Je vais palper un petit peu la tête radiale et entre mon pouce et mon index, je vais me dire où est ma tête radiale. Et il faut surtout que je sois dans la partie antérieure de la tête radiale. Jamais en arrière, c'est là où il y a le danger des différentes structures ligamentaires. Et donc, vous voyez, avec ici cette aiguille, je viens repérer la gouttière à la face profonde épicondylienne pour être sûr d'être dans l'axe. En général, c'est une angulation de 45 degrés vers l'épicondyle, pardon. Chez les mains, c'est très facile à faire. Chez les obèses, des fois, on a des repères anatomiques un peu plus perturbés, mais avec l'échographe, on s'en sort toujours. Il faut juste augmenter la taille de l'aiguille si vous avez affaire à un patient un peu obèse ou alors trapu, genre un maçon de 50 ans avec des avant-bras de mammouth. Ensuite, arrive la phase de ténotomie.
Alors ça se fait avec un bistouri. Moi, j'utilise une lame 15. Il y en a qui augmentent les coûts avec des beavers ou des lames qui coûtent 50 euros. Moi, une lame 15, ça coûte quelques centimes d'euros uniquement. Et je vais vraiment aller travailler avec ma lame ici, toute la partie antérieure. Je vais vraiment faire un release. On coupe le tendon. Le release, c'est vraiment ça. C'est venir couper la partie antérieure de l'ECRB pour qu'il soit plus bas et qu'il ne vienne plus tracter comme un fou sur l'enthèse épicondylienne. C'est ce qui soulage la plupart des cas les patients. C'est limiter la traction épicondylienne, en fait, tout simplement. Et en fin de geste, je vais venir injecter le plasma riche en plaquettes qu'on aura déjà préparé au départ. Je vais venir sous échographie et injecter dans toute la zone de ténotomie, le PRP. En fait, on n'injecte pas du PRP comme feraient nos confrères médecins, du PRP dans le tendon en intrafissuraire, parce que le tendon n'existe plus. On a fait un release complet. Et après, en fin de geste, je mets un peu de PRP dans les tissus sous-cutanés. On a publié nos résultats, pareil, et on avait fait une étude de plus de 260 cas d'épicondylite latérale rebelle au traitement médicamenteux, et on avait obtenu un retour au travail chez des patients pourtant en maladie professionnelle d'accident de travail, avec plus de 70% de retour à 3 mois post-opératoire. Et puis on les avait également, la technique est décrite un peu plus dans le détail dans le livre de la SFA sur l'arthroscopie du poignet, du coude et de la main. Si vous voulez avoir plus de détails sur la technique et prendre le temps de le lire. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'ai été un petit peu vite, mais pour laisser la place à la discussion. Et puis, je suis à votre disposition pour discuter. Et si vous avez des questions à m'adresser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je désactive l'écran pour arrêter le partage. Et je laisse Maïline reprendre la main pour diriger peut-être la discussion s'il y a eu dans le chat des questions. Alors, merci beaucoup, docteur Carlier. Donc, je vous propose qu'on voit les questions à la fin des deux présentations. On va laisser la parole au docteur Charousset, et puis après, on reviendra sur les questions à la fin. C'est parfait. Donc, docteur Charousset, je vous laisse partager votre écran. Merci beaucoup, docteur Carlier. Bon, merci beaucoup. Merci à la Société Arthrex, merci à Méline d'avoir organisé ce webinaire, de pouvoir me laisser la parole pour parler un petit peu de PRP dans l'épaule, et en particulier dans l'épaule tendineuse, parce qu'on va aborder dans un premier temps les réparations de la coiffe de rotateur, donc quand le tendon est rompu, a été rompu, puis on parlera aussi des tendinites de la coiffe de rotateur. Donc je vais, dans cette première présentation qui va être un peu plus longue et l'autre un peu plus courte, je vais parler un petit peu l'intérêt du PRP. Pourquoi on utilise le PRP, enfin, pourquoi moi j'utilise, pourquoi d'autres aussi l'utilisent, le PRP dans les ruptures, enfin dans les réparations et dans les tendinopathies chroniques. Et dans la deuxième partie, je parlerai un petit peu de ma pratique, comment j'utilise le PRP, aussi bien au cabinet qu'au bloc opératoire. Je rentrerai un petit peu dans les détails. Alors, l'objectif d'une réparation, vous le savez tous, l'objectif d'une réparation des tendons de la coiffe de rotateur, c'est de réintégrer ce tendon sur l'os, d'obtenir une cicatrisation la plus belle possible, et donc d'avoir une cicatrisation tendon-os la plus parfaite. Et on sait pertinemment depuis très longtemps que lorsqu'on n'obtient pas une cicatrisation parfaite et qu'on a une rupture dite itérative, et ben on aura des résultats fonctionnels qui seront moins bons, surtout avec le temps. Et plus le temps avancera, plus ces résultats se dégraderont. Et donc, il est impératif dans nos réparations de la coiffe de rotateur, des ruptures des tendons de la coiffe de rotateur, d'obtenir une cicatrisation la plus anatomique possible. Et on aura le meilleur résultat fonctionnel qui durera le plus longtemps possible. Alors, depuis de très nombreuses années, moi, ça fait 25 ans que je fais la réparation de la coiffe de rotateur sous arthroscopie. J'ai vu des matériaux progresser. Mais depuis des années, on a des matériaux qui sont fiables, on a des techniques qui sont fiables et qui nous donnent vraiment de très bons résultats. Pourtant, on a encore des ruptures itératives. Alors, on a parfois des lésions qui sont liées parfois à des faillites biologiques ou autres. Quel est l'intérêt d'utiliser le PRP? Donc, vous l'avez vu dans les présentations précédentes, ce PRP, ce plasma et ces plaquettes contiennent de nombreuses protéines qu'on appelle les facteurs de croissance et qui ont un intérêt majeur. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est important. Il y a de très nombreuses protéines dans chaque plaquette qui peuvent envoyer des messages cicatriciels. Il y a de très, très, très nombreuses publications biologiques. L'un des biologistes phares qui publie depuis 40 ans sur les plaquettes et sur le rôle de chaque facteur de croissance, c'est Trippel. C'est un médecin biologiste américain qui bosse à la Massachusetts General Hospital à Boston et qui a montré de
de très nombreuses actions, de très nombreuses spécificités de chaque facteur de croissance. Je ne vais pas revenir dessus, mais chaque facteur de croissance peut avoir un rôle, plusieurs rôles, un rôle anti-inflammatoire, un rôle de revascularisation, un rôle de modification du collagène. C'est très important dans les tendons, vous l'avez vu sur les présentations précédentes, sur restimuler la migration cellulaire, sur remodeler le collagène et améliorer surtout ce qui nous intéresse dans les tendons de la coiffe de rotateur, dans les réparations, l'amélioration, la cicatrisation tendon-os. C'est cette partie-là qui est finalement le plus fondamental. C'est que le tendon, on l'a, l'os, on l'a, et nous, ce qui nous intéresse dans nos réparations, c'est l'interface tendon-os, c'est permettre à ce tendon de réincranter l'os. Grâce à nos réparations, grâce à nos techniques, grâce à nos matériels, on y arrive, mais le PRP peut apporter son aide. Et je vous verrai plus tard comment. Mais la question qu'on doit se poser peut-être immédiatement quand on attaque une réparation de la coiffe de rotateur, pour quel type de réparation de la coiffe de rotateur, pour quel type de rupture de la coiffe de rotateur on peut proposer le PRP. On sait qu'en taux global, quand on prend toutes les coiffes, on a aujourd'hui, en fonction des séries, 5 à 51 absences de cicatrisation. En particulier, évidemment, les taux hauts sont sur les ruptures larges ou massives. Ma première expérience, moi, elle a commencé en 2008, parce que justement, j'étais motivé pour faire progresser ces taux de ces taux de rupture itérative dans les ruptures larges ou massives. Et donc, j'ai décidé, après mes réparations, d'utiliser le PRP qui existait à l'époque sur le marché, qui était le premier PRP qui était sorti, qui était un leuco-PRP. Et donc, j'ai réalisé pendant 2 ans une étude avec 2 cohortes différentes. C'est une étude randomisée avec 35 réparations, avec une injection à la fin de l'opération par un leuco-PRP et un groupe de 35 réparations sans injection. L'objectif de l'étude, c'était, le critère principal, c'était de voir la cicatrisation du tendon avec 6 mois de recul par une IRM et en utilisant la classification Tsugaya que tout le monde connaît, qui différencie 3 types de cicatrisation. Type 1, type parfait anatomique, 2, 3 lésions, cicatrisation partielle, et type 4, 5 sont des ruptures itératives. Il y avait des critères secondaires avec une évaluation fonctionnelle classique, douleur, score de constant, et révision clinique 3, 6, 12 et à 2 ans. Alors, malheureusement, dans cette étude, et en utilisant ce PRP, je n'ai eu aucune différence de cicatrisation. Les 2 groupes cicatrisaient de la même façon, donc le PRP n'apportait pas grand-chose. Les scores de ce constant et les forces étaient identiques aussi, donc il n'y avait pas de différence fonctionnelle au dernier recul, pardon. En revanche, ce qui avait été intéressant de noter dans cette étude, c'est que j'avais un taux de meilleure cicatrisation de type 1 dans le groupe avec PRP par rapport au groupe sans PRP. En regardant de plus près dans cette étude-là, on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte qu'en fait, les ruptures massives qui avaient une dégénérescence graisseuse supérieure ou égale à 3, mais maintenant tout le monde le sait, ne cicatrisaient pas, et donc c'était inutile de proposer à ces patients-là une réparation avec PRP parce que ça n'apportera rien du tout. Donc moi, j'ai éliminé dans ma pratique les indications d'injecter le PRP dans les ruptures massives avec dégénérescence graisseuse supérieure à 3. Alors, quand on regarde la littérature, quand on regarde toutes les études qui ont été publiées, on se rend compte que finalement, ça c'est récent, ça, bon, une quinzaine d'années, un peu plus, bientôt 17 ans de publications, mais on se rend compte que les publications pendant quelques années n'ont été peu nombreuses et que depuis maintenant 2021, de chaque année, il y a de très nombreuses publications. Et là, je vous parle des publications uniquement centrées sur la réparation de la coiffe de rotateur et PRP qui sont référencées. Alors, quand on regarde un peu dans la littérature, ce qui est intéressant de regarder, ce sont les méta-analyses, parce qu'elles font la synthèse de manière très significative sur le plan statistique des études qui sont de haute valeur, publiées depuis donc de 2008, vous l'avez vu. Et dans cette première méta-analyse, je vous propose, qui est une méta-analyse qui est de 2022, publiée par La Voix, c'est une méta-analyse de 18 études randomisées, contrôle de niveau 1, donc c'est quand même une certaine valeur scientifique et significative statistique, sur 2046 épaules. Et c'était à propos du traitement chirurgical de petites et moyennes ruptures.
de la coiffe de rotateur, une comparaison arthroscopique, réparation arthroscopique évidemment, avec ou sans PRP. Et l'évaluation se faisait sur la cicatrisation du tendon et sur l'évaluation fonctionnelle. Et cette étude, cette méta-analyse, dans la conclusion, en reprenant donc toutes les études, montrait que l'ajout de PRP dans la réparation de la coiffe de rotateur diminuait de 56% le risque de récidive, donc par rapport à la comparaison par rapport à la réparation seule, donc avait un meilleur taux de cicatrisation. Et en particulier, mettait en évidence que dans ces réparations, le double rang plus PRP est amélioré significativement. Sur une méta-analyse qui était de 2021, il y avait aussi, reprenez 14 études randomisées contrôlées de niveau 1, toujours pareil, groupe contrôle et versus réparation de la coiffe plus PRP. Et cette étude est intéressante parce qu'elle a essayé de différencier, puisque les protocoles sont très variables, de différencier le PRP qui est réalisé en post-opératoire. En post-opératoire, ça veut dire que quelques jours ou quelques semaines après, le patient est réinjecté, ou le PRP réalisé en péropératoire pour les coiffes de stade 1 et 2, donc toujours pareil, petite ou moyenne coiffe. Et il y avait pareil, une évaluation, ils ont regardé l'évaluation cicatricielle et fonctionnelle. Et cette méta-analyse montrait qu'il y avait une amélioration cicatricielle pour le groupe PRP de manière significative par rapport au groupe contrôle, et en particulier pour l'injection péropératoire par rapport à l'injection post-opératoire. Et ce qui montrait cette méta-analyse aussi, c'est qu'il y avait une réduction significative de la douleur et une amélioration significative de fonctionnelle à court terme, mais aussi à moyen terme et à long terme. Alors après, quand on regarde d'autres études, ça, c'est une étude qui m'a paru intéressante, d'Olteby, qui a été publiée en 2016, qui est un peu plus ancienne, qui évalue la cicatrisation à 6 mois avec un contrôle IRM et qui regardait le résultat fonctionnel sur une cohorte continue et qui était contrôlée et randomisée de niveau 1. Avec réparation arthroscopie versus PRP, paire opératoire et sans PRP, évaluation fonctionnelle et cicatricielle, et ben, montrer qu'il y a une diminution significative de la douleur dans les 30 premiers jours, mais en revanche, cette étude, c'est pour ça que je l'ai reprise, ne montrait pas de résultats fonctionnels ou cicatriciels différents à 6 mois post-opératoire. En conclusion, quand on regarde en fait, ces deux méta-analyses et cette étude, on peut dire, en particulier sur les méta-analyses, qu'il y a une amélioration fonctionnelle et cicatricielle, mais pour les ruptures de coiffe de petite ou moyenne taille, avec plutôt une injection de PRP péropératoire. Ça, si vous devez choisir, aujourd'hui, ça c'est clair et net. Je pense que c'est repris dans ces méta-analyses et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il vaut mieux faire le PRP pendant l'opération et je vous montrerai après comment moi je le fais, plutôt que quelques semaines après, quand on fait une injection. Mais en fait, moi, ça fait 15 ans, 17 ans, je fais du PRP dans la coiffe de rotateur. Je suis toujours heurté quand je regarde ces études, quand je regarde les méta-analyses, quand je regarde les analyses ou les études. Tous les protocoles sont différents. Tous les PRP sont différents. On ne sait pas quel PRP ils utilisent parfois. Est-ce qu'il faut prendre un pur PRP ou un leuco-PRP? On n'a pas forcément les réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire comme protocole? Alors là, on a une petite idée. Il vaut mieux faire des injections de PRP pendant l'opération plutôt que de choisir uniquement après. Mais est-ce qu'il faut faire plusieurs injections ou pas? Personne ne répond aujourd'hui à la question. Moi, dans ma réflexion, après ma première étude, j'étais vraiment déçu, mais je pense que en fait, la cible était mauvaise parce que j'avais inclus dans ma première étude des coiffes massives qui ne cicatriseraient pas, donc j'aurais pas dû les inclure et j'aurais dû les éliminer. Il m'était apparu qu'une injection n'était pas suffisante, et en particulier l'injection post-opératoire est parfois soumise au lavage arthroscopique. Et donc, on peut se poser la question de l'efficacité. Et j'avais envie de reproduire un rebond dans la cicatrisation en proposant une deuxième injection. C'est ce que j'ai fait après 2010 et ce que je fais maintenant systématiquement depuis 2010, donc ça fait bientôt 15 ans. J'ai inclus une étude, enfin j'ai fait une étude, dans une étude, ça je vais vous expliquer un petit peu comment, où j'ai essayé de voir l'évolution de ma pratique.
C'est une étude prospective qui était multicentrique, qui concernait uniquement des ruptures de petite taille, donc le stade 1 de rupture distale. Et j'ai utilisé un pur PRP cette fois-ci, donc la CPR-Trex, que je réalisais l'injection de PRP en paire opératoire à la fin de la procédure, et vous verrez après comment je fais. Et après, en consultation, je renouvelais mon injection, comme vous voyez sur la photo, 3 semaines après, sous contrôle échographique. Alors, cette étude a été inclue dans un symposium que j'ai dirigé avec Julien Berrouet, qui s'est occupé aussi avec une de ses fellows de revoir mes patients avec PRP. Et j'avais, dans ce symposium qui concernait le biceps, comme vous avez sans doute pu le suivre il y a 2 ans, c'était des réparations uniquement de stade 1 de la coiffe de rotateur. Mais moi, dans mes mains, j'avais utilisé systématiquement le PRP. Donc, on avait pu faire un suivi clinique à 3, 6, 12 et 24 mois et un suivi échographique de tous ces patients-là à 6 mois et 24 mois. Donc, j'avais 44 réinsertions avec PRP et versus les autres centres, puisque les autres centres n'utilisaient pas le PRP, qui étaient 331 réinsertions. On a fait un appareillement avec Easymedstat sur 2 groupes de patients qui étaient identiques et pour pouvoir les comparer. Malheureusement, moi, dans mes mains, toujours pas de différence clinique pour ces petites ruptures de stade 1. Toutefois, des récupérations fonctionnelles plus rapides dans les 3 premiers mois et une amélioration significative cicatricielle en revanche. Donc significative sur le plan statistique à 6 mois, puisqu'on faisait un contrôle échographique à 6 mois, toujours confirmé à 2 ans. Donc finalement, en deuxième conclusion, l'indication qui semble être de choix aujourd'hui pour ces réparations de la coiffe de rotateur avec PRP, ce sont sans doute les petites, mais peut-être plutôt les moyennes et les larges ruptures, et exclure les massives. Les petites, vous l'avez vu, moi, je n'ai pas montré de différence fonctionnelle, mais il y a une différence cicatricielle. Donc peut-être que plus gros groupes montreraient des différences fonctionnelles. En tout cas, je pense que c'est la cible des indications quand vous voulez utiliser le PRP et que ça apporte une vraie amélioration fonctionnelle, à la fois sur les douleurs post-opératoires, ce qui peut être quand même assez intéressant pour les patients, sur la rapidité. Tout le monde est pressé aujourd'hui. Tous les patients sont pressés de récupérer vite, mais ça peut apporter une amélioration cicatricielle, une rapidité fonctionnelle plus importante. Il reste encore, je pense, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je me pose beaucoup de questions, savoir si mon choix de faire aujourd'hui cette injection post-opératoire, enfin péropératoire, pardon, et renouvelée en post-opératoire est valable. Est-ce qu'il faut que j'en fasse plus? Est-ce qu'une seule suffirait? Je ne sais pas. En tout cas, tout ça, ça mérite encore d'être travaillé. On va passer à la deuxième partie. Alors ça, c'est la partie médicale. J'aurais pu inverser, j'aurais pu commencer à parler des tendinopathies chroniques, mais comme on est des chirurgiens, j'ai commencé par parler des réparations de la coiffe de rotateur. Maintenant, l'indication des injections du PRP dans les tendinopathies chroniques de la coiffe de rotateur. Je vais vous parler surtout des résultats scientifiques, parce que moi, je n'ai pas de résultats scientifiques personnels. J'ai une approche et une pratique que je vais vous révéler, mais je n'ai pas de résultats à vous proposer. Bon, vous le savez, la tendinopathie ou la douleur de l'épaule, la tendinopathie de la coiffe de rotateur est le premier motif de consultation dans la pathologie de l'épaule. C'est un motif aussi de consultation en médecine générale très important, la douleur d'épaule. Et on sait que pour la tendinopathie de la coiffe de rotateur, il y a de nombreux facteurs, de nombreuses causes qui sont intrinsèques, extrinsèques. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important de remontrer, et Yacine, on le montrait aussi, c'est que lorsqu'il y a une tendinopathie, une tendinite qui arrive, il y a tout de suite une modification histologique du tendon avec un amincissement des fibres de collagène, une perte de structure, c'est assez rapide. Il y a d'autres modifications qui apparaissent histologiquement dans le tendon, mais il y a le collagène, c'est ce qui est très important, c'est que le collagène très vite se modifie avec un collagène de type 3 qui va apparaître par rapport au type 1 et donc il y a des propriétés mécaniques qui se modifient très vite et ça c'est important de le savoir parce qu'il y a un nombre de ténocytes qui change aussi et donc c'est là que c'est important. Vous savez les différents types de tendinite, je ne vais pas revenir dessus avec les ruptures superficielles, tendinite superficielle profonde, clivage et les différents stades de la tendinite. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a de nombreuses études qui ont été
réalisés avec PRP et tendinopathie chronique. Et on a pu, j'ai pu suivre, pu relire toutes ces études. Et en particulier, je suis tombé sur une étude qui a été publiée par Odon dans Orthopédie Journal Sports en 2022. Et lui, il a fait un travail monumental, c'est-à-dire qu'il a regardé toutes les études qui prenaient tendinite et PRP. Il y avait 850 études, et il en a gardé 32 qui sont randomisées avec différentes parties. Donc, il y a les épaules, le coude, hanche, genou et cheville. Et ce qu'il a regardé, l'efficacité dans chaque articulation, et en tout cas pour l'épaule, il a montré qu'il y avait 5 études sur 6 qui montraient l'efficacité du PRP dans la tendinite de la cave de rotateur. Donc, c'était très encourageant. Après, il n'y a pas de véritable méta-analyse hyper bien menée. Il y a eu des études randomisées qui ont été faites en monocentrique, en particulier l'étude de Tampong Pang, qui est en sport médecine en 2023. Sur 29 patients, il y a 14 injections de PRP en intralésionnel versus 15 injections de corticosteroïdes dans l'espace sous-acromial. Et c'est une étude qui a utilisé l'IRM en pré-injection, donc pour spécifier les types de lésions qu'il y avait, et qui a refait une IRM à 6 mois post-injection, et qui avait fait aussi une évaluation fonctionnelle des patients. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les injections intralésionnelles de PRP réduisent significativement par rapport aux injections de corticoïdes la taille de la lésion, donc de la tendinite, et améliore les résultats fonctionnels. Donc c'est une étude très encourageante. Pareil, une deuxième étude, pareil, PRP avec des déchirures partielles, donc des lésions un peu plus évoluées, mais des lésions un peu plus évoluées, mais limitées à une taille de 1,5 cm. Alors ça, c'est toujours très difficile. Quand on n'utilise pas les mêmes classifications de lésions partielles, de savoir si on parle des mêmes lésions. Mais c'est intéressant parce que c'est une cohorte continue de 128 patients qui ont été traités avec une injection de PRP en intralésionnel. Et il y a une analyse à 3 mois des résultats cliniques et IRM. Donc ça, c'est important. Et pareil, dans cette étude-là, il y a une diminution significative de la taille de la déchirure à l'IRM, donc à 3 mois post-injection, avec une diminution et une résolution de la bursite aussi, c'est intéressant, et une amélioration fonctionnelle dans 71,1% des cas. Donc, c'est vraiment une étude favorable à l'utilisation du PRP dans ce patient. Alors, finalement, le seul facteur qui était négatif pour ces patients, c'est que les patients qui avaient un acromion de type 3, donc un conflit sans doute plus important, et une arthropathie acromioclaviculaire évolutive, avaient des moins bons résultats que les autres. Et ce qui est important aussi, alors je voulais montrer cette étude parce qu'elle est assez curieuse finalement, parce que Brandaritz a montré d'une tendinopathie de la cave des rotateurs avec injection sous-acromiale de PRP versus corticoïdes. Et ça, c'est important parce que c'est les injections sous-acromiales de PRP versus corticoïdes. Il y avait une étude randomisée de 50 patients, une injection sous-acromiale de PRP versus 50 patients sous-acromiale de corticoïdes. Il y avait une évaluation clinique qui était faite avec AVE, ACES, ça n'est les différents scores, à 1, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Il y avait une notion d'échec lorsqu'il y avait une douleur qui persistait de là de 3 mois et il fallait refaire une nouvelle injection. Et ces études montraient qu'il y avait une diminution significative de la douleur et une amélioration fonctionnelle pour les injections de PRP, donc vraiment très encourageant. Avec une injection, je vous rappelle en sous-acromial, et des échecs, beaucoup moins d'échecs avec les injections en PRP versus corticoïdes. Excusez-moi un instant. Les tendinopathies de la cave des rotateurs, protocole. Alors, faut-il faire une injection ou plusieurs injections? Il y a une étude qui m'a intéressé, qui m'a surprise. C'est une étude espagnole parce qu'en fait, moi, c'est mon expérience là. Je me suis formé avec Michael Sanchez en Espagne et il y a déjà maintenant plus de 17 ans. Et lui, il était favorable à réaliser plusieurs injections, même dans les tendinites de la cave de rotateur. Et cette étude, justement, qui est randomisée, 39 patients avec 3 injections de PRP consécutives avec une semaine d'intervalle versus 40 patients avec 3 infiltrations de corticoïdes,
toujours avec une semaine d'intervalle. Et il a fait une évaluation, ils ont fait une évaluation, c'est Espagnol, avec le VA, le Quick Dash et d'autres scores, à 1, 3, 6, 12 mois. Et ce qu'ils ont montré, qu'il y avait une amélioration significative fonctionnelle du groupe PRP, 6 mois et 12 mois post-injection. Donc voilà, ça, c'est une étude qui est en faveur de plusieurs injections répétées. Donc en conclusion, les études sont assez favorables. Sont favorables sur l'amélioration de la douleur et fonctionnelle, mais aussi l'amélioration cicatricielle grâce aux injections de PRP. Maintenant, quel PRP, quel protocole de PRP, comment il faut injecter. Vous avez vu les injections sous-acromiales qui montrent que ça marche, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux injecter en lésionnel? Quelles limites dans les traitements des tendinites? Je n'ai pas retrouvé, moi, dans toutes les études que j'ai pu lire, si on parlait des mêmes lésions, parce qu'on parle de la taille d'une lésion partielle, mais ça veut dire quoi? Nous, on utilise la classification d'Hellman, les lésions type 1, de stade 1, 2, 3, et les lésions où il reste plus que quelques millimètres de tendons, est-ce qu'elles sont accessibles à ces réparations, à ces injections de PRP? Moi, je n'en suis pas sûr. Donc, moi, je n'utilise pas et je n'ai pas retrouvé dans la littérature de réponse là-dessus. Moi, ma prise en charge dans un débutante ou non traitée du tout, moi, je continue de suivre les recommandations de HAS de 2023. Il faut les relire, il faut les lire parce qu'elles sont logiques et il faut proposer, comme il est fait depuis de très nombreuses années, une. Alors eux, ils proposent 2 infiltrations, moi j'en propose jamais 2. Je propose une infiltration au patient, une infiltration d'Ursal, vous le savez, un traitement antalgique. Je contre-indique la rééducation et le repos du patient, le repos sportif, professionnel, pour qu'il soit mieux. Après, quand il y a un échec du traitement médical, moi j'appelle HAS, je prescris systématiquement une IRM au patient parce que j'ai besoin de savoir le type de lésion qu'il va avoir. Si c'est une débutante, une tendinite débutante où il n'y a aucun remaniement dans le tendon, s'il y a une petite fissure, s'il y a une lésion déjà partielle, moi vraiment je me sers de l'IRM. Souvent, je vois des patients avec une échographie, oui, qui apporte beaucoup d'éléments, mais moi, j'aime beaucoup l'IRM, j'ai besoin de les lire, de les relire, parce que de toute façon, je n'irai pas proposer dans ma pratique des injections de PRP dans des lésions partielles de stade 3. Moi, je fais comme Michael Sanchez m'avait appris, et maintenant il y a pratiquement 17 ans, 3 injections de PRP systématiques. Je fais ça déjà, j'avais fait ça pour de nombreuses tendinites et je le continue pour la coiffe de rotateur. Je réalise sous échographie au cabinet avec une semaine d'intervalle dans la fissure tendineuse. Je fais une injection dans la fissure tendineuse et dans la bourse avec derrière un protocole de rééducation et d'adaptation sportive professionnelle. Alors, le PRP en pratique. Mon protocole au cabinet, tandis de la coiffe du rotateur, je fais systématiquement une consultation. C'est-à-dire, je n'injecte pas pendant mes consultations. Je fais systématiquement une consultation pré-injection qui est pour moi obligatoire. Donc, je ne vois pas de patients qui viennent me voir pour que je les injecte directement. Je les vois toujours avant, je les explique. Il y a une indication clinique, il faut qu'il y ait une IRM, vous l'avez vu, moi je suis systématique, je ne vais jamais faire des tendinopathies de la coiffe de rotateur sans IRM, c'est ma pratique, peut-être que d'autres le font, mais moi je pense que c'est important d'avoir une IRM. Je donne toujours une information médicale avec un consentement et un délai de réflexion, je fais comme si j'allais passer les patients, j'allais les opérer. Je les préviens qu'il peut y avoir une réaction inflammatoire possible post-injection, je donne une fiche d'information. Moi, je me mets en mode bloc injection, donc je ferme ma consultation. Je fais pas de consultation, je fais des vacations qui sont dédiées aux injections de PRP. J'utilise le pur PRP système de ACPRTrex, obligatoirement une échographie. Je fais une traçabilité des kits de PRP. Je fais un traitement des déchets. Bon, il y a beaucoup de choses, mais il faut se mettre dans les meilleures conditions. Moi, ça fait depuis 2010 que je fais les injections au cabinet. Donc, je me suis mis dans des dispositions pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Et évidemment, je contre-indique les AINES et la cryothérapie pendant 1 mois en post-injection. J'ai une infirmière qui vient me prélever. On fait un prélèvement classique avec la CP, la CE1, la CP. On centrifuge à 1500 tours par minute pendant 5 minutes. J'utilise un protocole de décontamination qui est identique à la chirurgie.
Le prélèvement et la centrifugation et l'injection se fait en un temps, évidemment. Et l'injection, je vais la faire sous contrôle échographique, donc je vous l'ai dit en intralésionnel. Je vais repérer la lésion tendineuse, la petite fissure, la lésion faciale, donc je vais faire un tendinèse, mais aussi en bursale. Et si j'ai une arthropathie clinique et évolutive sévère acromio-claviculaire, je l'injecte aussi. Alors, maintenant, on va passer au protocole post-opératoire. Donc ça, c'est dans le cadre, au bloc opératoire, pardon, dans le cadre des réparations de la coiffe de rotateur avec injection de PRP. Comment je fais au bloc opératoire? Donc les patients sont toujours endormis puisqu'ils ont été opérés, donc c'est sous anesthésie, c'est toujours champé, on est en stérile. Le prélèvement sanguin a été fait en amont, en préopératoire. Et moi, je vais injecter mon PRP en fin de procédure. Donc, une fois que j'ai réparé ma coiffe de rotateur, comme vous pouvez voir sur la vidéo avec les sutures, je vidange l'eau dans un premier temps. J'arrête d'injecter l'eau. J'essaie de vidanger l'eau le maximum avec une canule d'aspiration. Et je vais faire du multi-injection, aussi bien à l'interface tendon-os, mais aussi différents points tendineux. Et je vais pas même parfois sur le versant musculaire. Après, je réinjecte ces patients 3 semaines après au cabinet. Et donc, ça, vous l'avez déjà vu tout à l'heure quand non, je l'ai pas vu cette vidéo, pardon. Voilà, sous contrôle échographique, je vais réinjecter le PRP dans ma réparation 3 semaines après pour redonner un rebond à la cicatrisation. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été à peu près clair. Je suis disponible, évidemment, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, à l'évolution de ma pratique, de ces pratiques de l'injection de PRP, aussi bien dans les tendinites que dans les réparations de la coiffe de rotateur. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, docteur Charousset, C'est un peu long. Très complète, je dirais plutôt complète. Moi, j'avais 2 questions en attendant qu'il y ait des questions qui viennent sur le chat. Donc, vous avez dit tout à l'heure que qu'il y avait une diminution de la douleur post-opératoire pour les réparations dans les études. Est-ce que c'est quelque chose qui se répercute également dans votre pratique lorsque vous faites des injections de PRP en complément? Oui, moi, c'est vraiment la conviction. Vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai, la conviction intime que j'ai. C'est difficile à montrer sur le plan scientifique parce que moi, avant de dire ce que j'ai encore en termes de conviction, moi, j'aime toujours je préfère plutôt essayer d'étudier, de comparer, de valider, de montrer les résultats. Dans la dernière étude, celle que j'ai faite dans le symposium, on a vu que mes patients, ils allaient un peu mieux, un peu plus vite. Bon, ok, c'est très bien. Mais c'est le sentiment que j'ai avec mes patients quand je les revois, quand je les suis, c'est que grâce à l'injection, ceux qui choisissent l'injection, parce que tout le monde ne veut pas des injections de PRP, ceux qui choisissent l'injection de PRP, c'est vrai qu'ils peuvent récupérer un peu plus vite parce qu'ils sont moins douloureux. Je les immobilise aussi moins longtemps, ça n'en a pas parlé, c'est aussi un des facteurs. Il y a 25 ans, j'immobilisais 6 semaines mes patients, je ne les ai pas rééduqués. Aujourd'hui, je les immobilise que 3 semaines, quelle que soit la taille de la lésion, exclu les coiffes massives, et je les rééduque immédiatement, alors en passif dans un premier temps, mais c'est important. Et j'ai l'impression que sur la prise en charge globale fonctionnelle, la récupération fonctionnelle, c'est plus rapide avec les injections de PRP. D'accord. Merci pour votre réponse. Docteur Carlier, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Quand tu fais ton PRP en consulte, est-ce que tu fais d'une anesthésie locale parce que bon, si tu vas en intralésionnel, c'est un peu profond, puis les gens, ça peut faire un peu mal quand même, malgré tout. Et puis, est-ce que tu fais un peu comme dans les coudes ou les tendons d'Achille, du micro-criblage où tu injectes juste dans une zone tendineuse, sachant que l'espace est un peu étroit, ou alors tu mets juste en intrabursal. C'est quoi plus précisément ta technique quand tu injectes une tendinose et puis de la coiffe dans ton cabinet de consulte finalement? Ouais, alors je te remercie pour la question parce qu'elle est très intéressante et en fait je l'ai peut-être pas bien détaillé, mais c'est vrai. Quand je traite une tendinite, je vais faire un peu
Alors, c'est pas du Dinil, c'est du multi un peu injection. Je vais essayer sous échographie, avec la capacité que j'ai d'échographie, de pouvoir repérer la petite fissure ou la petite lésion superficielle profonde et d'injecter dans ces zones. Mais je vais essayer d'injecter aussi au niveau de la jonction tendon-os. Donc, je vais injecter dans plusieurs endroits au niveau du tendon, ce que n'apprécie pas toujours le patient, et en bursale. Je finis toujours, je garde toujours 1 millilitre pour mettre dans la bourse, parce qu'il y a toujours des bourses un peu enflammées, que quand même le PRP a aussi cette capacité d'être un anti-inflammatoire naturel et de lutter contre l'inflammation et de régénérer. Puis il y a des systèmes de vascularisation qui passent par la bourse. Donc je fais les deux endroits. Et pour répondre à ta première question aussi, je fais, c'est vrai, une petite anesthésie qui est vraiment que sous-cutanée, parce que j'essaye surtout de ne pas mélanger l'anesthésion avec le PRP. Donc je prends une sous-cutanée, je fais vraiment une sous-cutanée parce que ça soulage le patient, et je pense qu'il y a un effet psychologique aussi pour le patient, parce que quand il voit rentrer avec une aiguille directement sans anesthésie, il n'apprécie pas toujours, surtout 3 semaines après une réparation de la coiffe de rotateur, ne sont pas toujours au top les patients. Donc sur le plan psychologique, c'est mieux, et j'ai l'impression que c'est mieux. Voilà. Mais j'essaie, il faut surtout pas mélanger en tout cas l'anesthésion avec le PRP, ça c'est une contre-indication. En fait, c'est plutôt, tu vois, l'effet un peu acide, tu vois, de la xylo notamment, qui va taper les plaquettes. Parce que tu vois, la xylo, c'est un pH à 4, tu vois, donc c'est ça qui tape un peu. Tout à fait. Peut-être que, idéalement, tu vois, faut faire une titration de la xylo au bicard, tu vois, qui peut t'apporter un petit peu une neutralité un petit peu de ta xylo. S'il pourrait peut-être la mettre en intrabursale. Après, je pense pas que ce soit si douloureux que ça, parce que la coiffe elle est un peu aussi dégénérative, elle est pas très énervée. Donc, je sais pas si ton ressenti serait plutôt vers une... C'est vrai, j'ai répondu en mélangeant un petit peu sur. J'ai parlé de mes post-op parce que je fais beaucoup de post-op et peut-être un peu moins de tendinite chronique, quoique maintenant ça augmente quand même de plus en plus. Mais oui, tu as raison. Dans les tendinites, les patients ont souvent peur. Parce que ils ont souvent peur des injections et ils sont toujours inquiets. Et souvent après, ils se disent ah ben ouais, finalement c'est pas grand-chose. Donc c'est vrai que l'injection de PRP dans la bourse et dans le tendon, c'est pas toujours très douloureux. Bon, en revanche, en post-opératoire, quand il y a des patients qui ont été un peu mal en post-opératoire, quand je les réinjecte à 3 semaines, je ne le fais pas avant parce que justement, j'ai un peu peur de ressolliciter parfois des patients qui sont un peu douloureux. Bon, l'anesthésie locale, ils le vivent bien, mais ça se passe plutôt bien parce que je le fais au cabinet depuis maintenant longtemps et j'ai pas de complications. Excellent. Tu leur fais mettre la main sur la fesse pour avoir le supraépineux? Comment tu fais en post-op? Ouais. J'ai un fauteuil qui est réglé, donc ils peuvent s'appuyer évidemment. Ouais, voilà. Et ils arrivent. C'est pas difficile pour eux. Ouais, ils arrivent à mettre. À 3 semaines, est-ce que tu peux mettre ta main un peu la fesse? Oui, je pense oui, alors sur la fesse, c'est pas compliqué. Ouais. Non, parce que tu parlais d'échographie, c'est très bien. Ça dépend aussi du morphotype. Hein. C'est vrai que ça va être plus simple chez une petite dame qui va avoir un morphotype très fin, etc. On va bien voir la structure tendineuse. Chez un gros balèze un peu costaud, parfois c'est un peu plus difficile, mais on arrive bien à se repérer en post-opératoire. On voit bien les sutures, on voit bien les ancrages aussi dans l'os. Donc voilà, c'est des bons points de repère. Docteur Carly, moi j'avais une question aussi sur votre présentation. C'est concernant votre protocole de rééducation sur les épicondylites. Quelle est votre position par rapport au protocole? Alors, pour les épicondylites, en fait, moi, si je repars depuis le zéro, il y a le patient qui vient de me voir d'emblée. Alors lui, je vais le remettre en charge très vite. Souvent, les gens, ils ont peur, ils ont des brassards épicondyliens. Moi, j'aime pas trop ces brassards épicondyliens parce qu'en fait, ils ne bloquent pas le poignet, donc ils ne bloquent pas l'extension active qui sursollicite l'entasse épicondylienne. Donc déjà, j'évite toutes les immobilisations au coude, les fameux brassards épicondyliens, même si certains sont soulagés par ça parce qu'il y a un effet un peu compressif. Donc les nocicepteurs sont un peu stimulés, il y a un peu de sécrétion d'endorphine, mais à terme, on voit bien apparaître des atrophies musculaires. Donc déjà, dans un premier temps, j'évite les immobilisations, enfin les attelles au coude. Et quand je fais une injection par exemple de PRP en consultation, je vais leur mettre une petite attelle au poignet juste pour les rassurer un petit peu et ne pas solliciter l'entasse épicondylienne pendant 1 semaine. Et j'attaque au bout d'une semaine. D'abord des étirements passifs et ensuite un excentrique en Stanish. Alors le Stanish, je le fais monter à 500 grammes, puis 1 kg, puis 1,5 kg et 2 kg. Et
très vite, je vais demander au kiné de mettre en charge en statique et en dynamique. C'est-à-dire en statique, je vais leur demander de mettre à bout de bras, comme ça en extension, tenir un poids, pareil en progressif, et de le faire également en dynamique. Et le statique sera toujours plus lourd que le dynamique. C'est-à-dire, par exemple, si je suis à 1 kg en statique, je suis à 500 grammes en dynamique. Si je suis à 3 kg en statique, je vais être à 1 kg ou 2 kg en dynamique. Et j'augmente ainsi progressivement la cadence. Et je fais vachement gaffe à la position de l'épaule, où je fais également toujours, quand je fais une kiné de coude, je fais une kiné d'épaule en même temps, avec un recentrage, parce que souvent, ils ont des épaules un peu enroulées vers l'avant, et ça met le coude en varus. Et donc, ça provoque un peu des surtensions épicondyliennes. Et dans le post-opératoire, quand je fais la ténotomie épicondylienne avec le PRP au bloc opératoire, là, je mets pas d'immobilisation, je les encourage à reprendre leur voiture dès le lendemain. En fait, je les pousse un peu, les patients. Ils sont toujours surpris que je leur dise qu'ils peuvent conduire le lendemain. Je mets surtout pas d'attelle. Je leur dis qu'il y a un simple petit point de suture résorbale qui fait, voilà, il y a 5 mm d'incision. Et donc, je fais commencer pareil que quand je fais une injection de PRP dans ma consulte, la kiné la semaine qui suit l'opération, et surtout beaucoup d'auto-rééducation. C'est-à-dire beaucoup de stretching des masses musculaires de l'avant-bras, le Stanish progressif, le statique et le dynamique avec le même réglage progressif. Et les patients, en fait, quand on leur donne des objectifs, on leur dit qu'ils peuvent reprendre leur travail à 4, 6 semaines, 8 semaines ou 3 mois maximum. C'est plutôt raisonnable et ça les encourage justement à repartir de l'avant. Et ça, tout à l'heure, Christophe a parlé d'effet placebo. Cet effet placebo, il marche en fait. Quand on fait un deal avec le patient, voilà, faut surtout pas rentrer dans cette spirale négative de l'accident de travail maladie professionnelle qu'on rencontre beaucoup dans les épicondylites. Hein. Donc, moi, je suis assez, je les pousse un peu les patients. Finalement, bah, c'est ce qui marche le mieux finalement. Et ils reprennent assez rapidement. Je suis pas embêté moi en tout cas par les AT-MP. Ça me fait pas du tout peur. Hein. Je les traite maintenant comme des patients standards. Ce contexte socio-professionnel ne me fait plus j'ai fait aucune crainte par rapport à ça depuis que je les booste un peu et qu'il y a un deal en pré-op. Hein. Ça, faut surtout que les choses soient carrées avant. Parce qu'après, il y a une vraie éducation patient, entre guillemets, à réaliser, c'est primordial. Phénoménal. Phénoménal. Et donc, merci beaucoup pour cette réponse complète. Et on avait aussi une autre question sur le protocole de kiné, donc dans les tendinites de la coiffe. Donc, est-ce que vous envoyez les patients au kiné après une troisième séance de PRP et à quel délai? Oh ben, moi, dans ma pratique, assez rapidement. Voilà, il faut les stimuler, hein, comme disait Yacine, il faut les stimuler, les patients, il faut pas qu'ils restent dans leur maladie. C'est vrai, c'est la vraie problématique, c'est il faut vraiment les motiver, leur dire que c'est bien ce qu'ils ont fait, ce qu'on leur fait, etc., qu'il va y avoir une cicatrisation, que ça va guérir, puisqu'il peut y avoir des cas témoins à côté ou des gens qui guérissent pas de leur tendinite, mais eux, ils vont guérir grâce à cette technique-là. Donc, les deux là, est positif et les envoyer tout de suite chez le kiné. Pour répondre précisément à la question, moi, je leur dis, ça dépend de la réaction post-injection, mais 3-4 jours après, chez le kiné. Et puis, de toute façon, il y a pas, moi, je les immobilise pas. J'en ai pas parlé, ça, c'est vrai, j'ai un tort, mais moi, je ne les immobilise pas, mes patients. Je les injecte, je leur mets pas d'attelle et je leur dis non, vous restez évidemment au repos. C'est le repos, c'est-à-dire ils vont pas bosser s'ils ont un travail manuel lourd, évidemment. S'ils sont sportifs ou s'ils ont un travail manuel léger, je leur dis modulez votre activité. Pour les sportifs de l'épaule, je les mets sur du cardio et ils font autre chose. Mais voilà. Et après, ils vont très vite chez le kiné faire des protocoles de rééducation classique. D'accord, merci. Je pense qu'on a pas mal parlé de l'ensemble des éléments, donc avant l'injection-ci, pendant et après. Est-ce que vous avez encore quelques remarques ou des questions, docteur Charosset et docteur Carlier? Non, c'était très, très intéressant. Non, on ne vous entend plus, docteur Carlier. Exact. J'avais coupé le micro pour la présentation de Christophe. Mais effectivement, il y a un beau parallélisme entre le coude et l'épaule. Là, je fais de plus en plus moi de PRP dans mes épaules, mais effectivement, j'ai pas encore fait comme toi du comparatif. C'est vrai que dans le comparatif, tu vois, Christophe, souvent on va te comparer 3 PRP et 3 corticoïdes. Mais tu vois, en fait, il n'y a pas vraiment de gold standard. Maintenant, les études, il faut toujours faire du comparatif. On se avec le comparatif, mais en fait, c'est vrai que c'est sûr que si tu compares 3 PRP face à 3 corticoïdes, moi, je suis persuadé que le PRP gagne. Ça, c'est une certitude.
Après, la question, c'est 1, 2 ou 3. Tu vois, il faudrait comparer 1 versus 2, 3 versus 1 ou 2, ce qui est beaucoup plus dur. Et oui, alors moi, on est toujours marqué par ceux qui nous ont formés. Alors moi, j'étais formé, et puis j'ai commencé, personne n'en faisait, il n'y avait pas beaucoup de pratiquants au niveau des injections de PRP. Et c'est vrai que, comme je suis chirurgien épaules et genoux, j'ai aussi fait des tendinites du genou. Et j'avais tendance et j'ai publié aussi dans American Journal of Sports, que le multi-injection, j'en faisais 3 aussi pour les tendinites chroniques rotuliennes, était amélioré de manière significative. Et quand on regarde les consensus qui ont été publiés, en particulier au niveau de l'ESCA, etc., et quand on regarde toutes les méta-analyses qui ont été publiées, le multi-injection est préférable. Bon, ok. Mais je dis bien préférable. On n'a pas d'argument aujourd'hui de manière purement significative statistiquement en disant voilà, il faut faire 2 ou 3 injections. Mais c'est préférable parce qu'il va donner de meilleurs résultats. Et le PRP, c'est comme ça. Moi, dans toutes mes indications, je fais plutôt du multi-injection quand j'utilise. Alors, après, moi, je n'ai pas changé de seringue depuis 15 ans. J'utilise toujours la même seringue, la seringue ACP. Est-ce qu'on doit faire varier les concentrations de plaquettes? Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus grand volume? Il y a une tendance aujourd'hui, c'est une mode, moi j'appelle ça, mais bon, je sais pas, peut-être c'est valable, à faire de plus grand volume. Parfois, dans les fissures tendineuses, à émettre plus de volume de PRP, c'est quand même assez compliqué pour les patients. Surtout dans les épicondylites, alors là, ils vont pas tolérer 2-3 cc de plus. Donc, voilà, moi j'ai ce sentiment-là, cette impression-là, elle n'est pas totalement validée scientifiquement, qu'il faut savoir répéter un peu les injections. Mais il faut mieux les répéter en plusieurs fois qu'une fois, tu vois. Ouais. Plus de 2 millions de plaquettes dans un tendon épicondylien, c'est sûr que ça, tu peux même tomber dans l'effet inverse, quoi. Oui. Peut-être trop de cytokines qui vont être catabolytiques plus qu'anabolytiques, tu vois. Donc, oui, c'est exactement ça. C'est très intéressant ce que tu disais dans ta présentation. C'est exactement ça. Tu peux avoir l'effet inverse, quoi. Et ça, quand on a commencé, on s'est vachement posé les questions. Enfin, moi, je sais que j'en parlais dans les congrès de l'ESCA avec Mika Sanchez, avec d'autres, avec Pietro Andelli et autres, des gars de ma génération qui faisaient beaucoup de coiffe et autres. On se posait des questions sur justement la dose qu'on doit mettre pour pas être nocif, parce que bon, voilà. Alors bon. Voilà. Mais on n'a pas encore toutes les réponses. Il y a beaucoup de travail, mais on a des voies. En tout cas, on sait que ça marche, on sait que ça améliore, on sait que ça améliore la cicatrisation, on sait que ça apporte quelque chose. Ça, c'est validé. Voilà, ça, c'est validé. Voilà, sur le plan fonctionnel, il peut y avoir des améliorations, il y a des améliorations fonctionnelles post-opératoires. Bon, il faut plus d'études, plus de comparaison de quel type de coiffe on parle. Est-ce qu'on a le même protocole post-opératoire? Est-ce qu'on a le même protocole d'injection? Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et on va terminer sur une dernière question. Donc c'est après combien de temps en post-opératoire de la coiffe des rotateurs vous conseillez la première injection? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, moi pour mes patients, 3 semaines je le fais. Alors parfois il y en a qui préfèrent, enfin pour les questions de planning, je le fais à 2 semaines, mais pas avant, parce que c'est quand même les coiffes de rotateurs. Enfin, sont des patients qui sont même douloureux, qui ont du mal à dormir, qui ont une inflammation post-opératoire. Alors moi, j'ai banni en plus les anti-inflammatoires de ma pratique d'antalgie post-opératoire. C'est peut-être un peu dur pour les patients, mais justement, j'utilise comme j'utilise le PRP dans les réparations. Alors quand pour ceux, hein, je fais du PRP avec la coiffe. Je fais pas d'anti-inflammatoire en post-opératoire parce que c'est une contre-indication à la réaction des plaquettes, donc ça va inhiber les plaquettes et donc on va pas avoir de réaction cicatricielle, donc je mets pas d'anti-inflammatoire. Et donc généralement je le refais une deuxième injection entre 2 et 3 semaines post-opératoire, pas avant. Parfait. Merci beaucoup, Dr Charousset et Dr Carlier, pour vos partages d'expérience. C'était très intéressant. Et donc, le webinaire sera disponible sur replay si vous voulez le consulter. Et je remercie aussi les participants d'avoir été présents. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore pour vos présentations. Merci Méline, merci Yacine. Merci beaucoup. À bientôt, Christophe. À très bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Au revoir.